Justement, tu nous parles des bases. Commençons par le début. Quels sont les différents types d'études? Alors, les différents types d'études qu'on a globalement, bon, on en a plus que ça, mais je ne vais pas vous embêter avec enfin, des noms ultra spécialisés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est premièrement des revues systémiques, ou ce qu'on appelle, ou plutôt dont on a un type qui se dégage et qui est très très connu, qui est la méta-analyse. Donc, quand on dit revue systémique, c'est un groupe d'études statistiques dont un type très connu et très utilisé et très apprécié par les chercheurs, qui est la méta-analyse. Alors, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à prendre ce qu'on va voir juste après, donc des essais cliniques, qui sont des études cliniques faites sur l'humain. Et donc, on va prendre plusieurs essais cliniques sur un sujet ou une thématique donnée, admettons, disons, l'effet du zinc sur les maladies virales, par exemple. Et puis, on va prendre un tas d'études cliniques ou d'essais cliniques et on va les traiter statistiquement pour sortir un échantillon plus grand et puis pour avoir ou pour pouvoir traiter un petit peu ces essais cliniques qui sont parfois contradictoires. On trouve certains essais cliniques qui disent OK, le zinc, il est intéressant dans le cas de telle maladie virale, le zinc, il n'est pas aussi intéressant. Nous, dans notre laboratoire, on avait testé le zinc sur tel nombre de patients, ceci, cela, et ça a donné tel résultat. Donc, on a des essais cliniques ou des études cliniques qui ont des résultats un petit peu différents. Et à ce moment-là, on doit faire une analyse statistique qu'on va appeler méta-analyse ou revue systémique plus généralement, ce qui va donner une conclusion sur ce que vont dire ces différents essais cliniques. Alors, il y a un truc très intéressant avec les méta-analyses, c'est que on va prendre les différents essais cliniques qui existent et on ne va pas les prendre directement pêle-mêle, on va choisir en fonction de la méthodologie. Donc, on va opérer une sélection dans les essais cliniques en fonction de la qualité méthodologique des différents essais cliniques qui ont été pris dans la méta-analyse. Et puis, on va prendre les meilleurs et on va les analyser statistiquement pour sortir quelque chose de très solide en termes de preuves scientifiques. Donc, revue systémique ou méta-analyse, ça c'est le type d'étude qui a le niveau de preuve le plus élevé. Et puis viennent les autres types d'études. Alors, je vais quand même citer entre parenthèses l'un des inconvénients de la méta-analyse, c'est qu'on peut très bien, entre guillemets, si on a des conflits d'intérêts par-ci ou par-là, orienter les résultats d'une méta-analyse. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs exemples, que ce soit par rapport aux médicaments ou même par rapport aux compléments alimentaires ou d'autres types de thématiques. Donc, on peut choisir, puisqu'il y a déjà au départ un processus de sélection des essais cliniques et des études par rapport à leur qualité méthodologique, à ce moment-là, on pourrait plutôt choisir des études qui vont plutôt vers, dans la méthodologie, va plutôt vers ce qu'on veut, nous, au lieu d'une méthodologie de bonne qualité. Et à ce moment-là, on a une méta-analyse qui va donner des résultats plus ou moins biaisés. Alors ça, c'est par rapport à l'un des plus importants inconvénients des méta-analyses, mais la méta-analyse reste, la méta-analyse et les revues systémiques restent vraiment les études qui ont le plus haut niveau de preuve. Ensuite, juste après, viennent les essais cliniques. Essais cliniques, ou on peut dire études cliniques, ce sont des études qui sont faites sur l'humain. Donc, on va prendre une molécule, médicament, micronutriments, ou alors une technique ou une méthode, etc., de traitement, qu'on va l'appliquer sur un groupe ou un échantillon, qu'on appelle ça un échantillon de sujets ou de patients ou de personnes. Et puis, on a plusieurs critères ici pour pouvoir juger de la bonne qualité d'un essai clinique. On a premièrement le groupe contrôle. Donc, est-ce que c'est contrôlé? Ça veut dire quoi, contrôler? Ça veut dire tout simplement qu'on a donc un échantillon de sujets et puis on va les partager en deux ou même en plusieurs groupes selon ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, parmi les groupes, il doit y avoir un groupe contrôle, c'est-à-dire c'est un groupe qui doit
soit recevoir un placebo. Un placebo, exemple, on reste toujours dans l'exemple du zinc, on veut tester le zinc sur la maladie virale. On a un échantillon qu'on va partager en deux, admettons, donc la manière la plus simple. Donc un groupe où on va donner, administrer du zinc, un autre groupe où on va administrer un placebo. Un placebo, c'est un complément alimentaire comme le zinc qui lui ressemble parfaitement dans le goût, dans tout, et qui va faire objet ou office de placebo, c'est-à-dire à ce moment-là, on va tester zinc contre rien du tout. Donc quand on donne du zinc, qu'est-ce que ça donne à ce groupe-là? Et quand on donne rien du tout, qu'est-ce que ça donne à ce groupe-là? Et ensuite, on fait une analyse statistique avec différents calculs dans le t-student, etc. Et puis pour pouvoir distinguer, est-ce que le zinc a réellement un effet sur la maladie virale? Et à ce moment-là, on doit comparer l'évolution des deux groupes. Donc, on a aussi une autre chose ou notion très importante par rapport au contrôle, au groupe de contrôle. On peut contrôler pas avec le placebo, mais avec le traitement de référence. Puisque si on a déjà des maladies virales, par exemple, telle maladie virale, Covid-19 par exemple, si on a un traitement de référence, ce qui n'est pas le cas pour le Covid-19, à ce moment-là, on donne au groupe contrôle le traitement de référence et on donne à l'autre groupe, le groupe expérimental, la molécule qu'on veut tester, zinc par exemple. Et on compare et on voit est-ce qu'il y a une différence ou pas. Et donc, dans cette méthodologie-là, le groupe contrôle par traitement de référence est plus important en termes de niveau de preuve que le groupe contrôle par placebo. Donc, je répète, on a des études cliniques qui pourraient avoir un groupe contrôle ou pas. Donc, s'il n'y a pas de groupe contrôle, c'est vraiment une étude de très mauvaise qualité. Les résultats ne sont pas à prendre en compte. Maintenant, s'il y a un groupe contrôle, est-ce que ce groupe contrôle a reçu un placebo ou est-ce qu'il a reçu un traitement de référence? S'il a reçu un traitement de référence, c'est-à-dire que l'étude, elle est meilleure méthodologiquement qu'une autre étude qui a été faite avec un groupe contrôle qui a reçu un placebo. Donc ça, c'est par rapport au groupe contrôle. Donc on est toujours dans les essais cliniques, donc études chez l'humain. Donc ensuite, on a la randomisation. Et donc dans la randomisation, c'est en réalité, comme on a dit, on a un échantillon de sujets sur lequel on va faire l'étude. Et donc, cet échantillon doit être divisé en groupes. Donc, groupe expérimental, groupe contrôle, ou alors plusieurs groupes expérimentaux plus groupe contrôle. Assigner chaque sujet à un groupe, ça peut être fait de manière par une randomisation, par une semi-randomisation, où la randomisation, c'est le fait de prendre aléatoirement, donc d'assigner aléatoirement les sujets à tel groupe ou tel groupe, de manière complètement et totalement aléatoire. Okay? Donc là, lorsqu'on a un essai clinique où la randomisation est complète, lorsqu'on a une randomisation complète et que c'est que les groupes ont été complètement randomisés, à ce moment-là, on a un niveau de preuve supérieur, intrinsèquement supérieur, à une étude ou un essai clinique qui a été fait par semi-randomisation ou dans lequel il n'y a pas eu de randomisation du tout. Alors, la randomisation, parfois, c'est compliqué. Parfois, on est obligé de se restreindre à une semi-randomisation. Parfois, dans certains cas, je ne vais pas détailler ici, mais dans certains cas, on ne peut pas faire de randomisation dans certains types d'études. Okay? Mais dans tous les cas, si on a maintenant un essai clinique qui est contrôlé par traitement de référence avec une randomisation complète, à ce moment-là, on a un essai clinique d'excellente qualité. Et on peut rajouter à cela un troisième critère pour les essais cliniques, et c'est le dernier, on va s'arrêter là pour les essais cliniques, c'est l'aveugle. Est-ce que c'est une étude ouverte? Est-ce que c'est une étude en aveugle, en double aveugle ou en triple aveugle? Alors, quand on dit étude ouverte, c'est toujours en réalité par rapport au placebo ou par rapport au traitement de référence. Est-ce que le patient ou le médecin ou l'expérimentateur, est-ce qu'ils savent qui est le sujet qui a pris le placebo et qui est le sujet qui a pris le traitement qu'on veut tester? Alors, si tout le monde sait,
qui a pris quoi, c'est une étude ouverte. On dit étude ouverte et c'est une étude qui a un faible, c'est une étude clinique qui a un faible niveau de preuve. Maintenant, si l'étude est en aveugle, à ce moment-là, c'est uniquement le patient qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Est-ce qu'il a pris le placebo ou le traitement qu'on veut tester? Si c'est en double aveugle, le patient ne sait pas, mais l'expérimentateur non plus, il ne sait pas. Si c'est en triple aveugle, à ce moment-là, c'est le patient, l'expérimentateur et le soignant qui n'en savent rien. Les trois ne savent pas qui a pris le placebo et le traitement, et qui a pris le traitement. Donc là, ce sont les trois critères qu'on prend en compte par rapport à l'évaluation méthodologique d'un essai clinique. Il y a plein d'autres critères, bien entendu, mais ce sont les plus importants. Donc, le groupe contrôle, est-ce qu'il y a groupe contrôle ou pas? Et s'il y a groupe contrôle, est-ce que c'est contre traitement de référence ou placebo? La randomisation, semi-randomisation, ou est-ce qu'il n'y a pas de randomisation du tout? Et puis l'aveugle, est-ce que c'est ouvert, double aveugle, etc. Ensuite, on a les études précliniques. Et les études précliniques, ce sont des études chez l'animal, donc souris, rat, etc. In vitro, les études in vitro, ce sont des études de laboratoire sur des cellules, sur des bactéries, etc. J'avais la dernière fois parlé ou donné l'exemple des bactéries. Quand on met des bactéries avec du zinc, ça se développe. Quand on met des bactéries du zinc et qu'on rajoute des macrophages, les bactéries crèvent. Pourquoi? Parce que les macrophages vont prendre tout le zinc qu'il y a et vont limiter la quantité de zinc qui va rentrer dans les bactéries. Et donc ça, c'est une étude ou disons une idée d'un protocole d'étude in vitro. Alors, juste pour résumer jusque-là, on est dans des études expérimentales. Donc, on a les revues systémiques avec méta-analyse, très haut niveau de preuve. Ensuite, essais cliniques avec les trois critères qu'on avait cités. Ensuite, études précliniques, donc études cliniques chez l'animal. Et puis, études in vitro, donc sur des cellules, sur des bactéries, etc. Et puis, ensuite viennent une autre catégorie d'études qui sont moins importantes en termes de niveau de preuve, qui sont les études cohortes. Les études cohortes, ce sont des études prospectives dans lesquelles, qui sont plutôt des études d'observation prospective. C'est des études observationnelles dans lesquelles on va observer un certain nombre de critères, de marqueurs, de phénomènes. Et ce sont des études qui vont permettre d'établir des corrélations entre les différents marqueurs, différents phénomènes, différentes choses qu'on mesure. Et ils permettent d'avoir très bien, donc c'est une bonne qualité des études cohortes, d'avoir des relations entre les événements, entre les phénomènes, entre les marqueurs, mais ça ne permet pas de dresser un lien de cause à effet. Donc, pour pouvoir avoir ce lien de cause à effet, il faudra réaliser des études expérimentales. En l'occurrence, des essais cliniques, des études précliniques et des études in vitro. Ensuite, et donc, on a des études d'observation rétrospective, c'est-à-dire qu'en gros, on va prendre des études, plutôt des données qui ont été déjà prélevées dans le passé. Donc, on va aller voir, par exemple, la base de données d'un laboratoire, d'un hôpital ou autre, et on va faire des statistiques dessus pour avoir donc les mêmes informations que par rapport aux études cohortes. C'est toujours une étude d'observation. Donc, dans les études d'observation, on a deux exemples ou deux types principaux, études cohortes prospectives et études rétrospectives. Donc, études cohortes prospectives, ce sont des informations qu'on va recueillir au fur et à mesure, donc qui vont venir dans le futur. Et puis, études rétrospectives, ce sont des infos qui ont déjà été prélevées et sur lesquelles on va faire un traitement statistique. Et donc, dans les deux cas, on a des corrélations entre des biomarqueurs, des marqueurs, des événements, des phénomènes, mais en aucun cas, on peut dresser de lien de cause à effet. Et donc là, bien entendu, les études cohortes, en termes de niveau de preuve, sont inférieures aux essais cliniques et sont supérieures en termes de niveau de preuve que les études d'observation rétrospective. Okay. Et puis ensuite, on a en dernier lieu les études de cas cliniques ou les études de série de cas cliniques, à ne pas confondre avec les études cliniques. Donc, études de cas cliniques ou de série de cas cliniques, c'est quand, par exemple, un thérapeute, un médecin
un soignant dans son cabinet ou à l'hôpital qui prend en charge un patient, il lui donne un traitement, il voit ce que ça donne, il fait des analyses, il regarde les symptômes, les signes cliniques, etc. Et puis ensuite, il rédige un article sur ce patient-là uniquement. Et donc, on n'a pas vraiment de méthodologie ou de repères méthodologiques comme on l'a pour les études cliniques ou pour même les études cohortes. Donc, il n'y a pas de traitement statistique pour les études de cas cliniques. C'est pour ça qu'on les classe tout en bas donc de l'échelle de niveau de preuve en termes d'études. Et on peut rajouter en plus de cela des revues narratives et les livres. Alors ici, quand je dis livres, je ne parle pas du tout de livres qui sont à destination du grand public, mais plutôt des livres qui sont des livres scientifiques. En fait, des livres scientifiques sont des livres qui sont des revues narratives extensives. Quand on dit revue narrative, c'est-à-dire qu'on va rédiger une revue de la littérature sur un sujet donné et argumenter par différentes études, etc. Donc là, ça se place tout en bas au niveau de l'échelle du niveau de preuve.